Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette conférence intitulée de fonctionnaires à créateurs d'entreprises, qui fait partie de cette journée du 8 mars consacrée à la thématique suivante, un projet professionnel qui me corresponde. Alors, fonctionnaires et créateurs d'entreprises, ce sont des termes bien antinomiques. La loi défend en effet par principe à tout agent public de poursuivre une activité autre que celle en faveur de l'intérêt général. Néanmoins, au gré des évolutions législatives, de nouveaux chemins ont été tracés. Ils permettent aux fonctionnaires de s'essayer au monde de l'entreprise. La voie est cependant étroite et cette conférence vous propose d'aborder les différentes étapes à observer afin d'assurer le succès de sa démarche entrepreneuriale et puis, bien entendu, dans le respect des règles, des obligations qui s'imposent aux fonctionnaires et qui perdurent même après la fin des fonctions. Alors, la conférence que vous allez suivre vous sera présentée par Monsieur Maxime Julienne, qui est responsable du pôle sécurisation juridique et expertise RH au sein du Centre départemental de gestion de la Mayenne, ainsi que par Madame Delphine Vallet, fonctionnaire et créatrice d'entreprise, qui nous fera le plaisir d'intervenir pour apporter son témoignage. Pour ma part, je suis Frédéric Rossiot, adjoint à la directrice de la plateforme RH du SGAR, Nouvelle-Aquitaine. Je serai votre modérateur pour cette conférence. Alors, les questions que vous souhaiteriez poser seront traitées en dernière partie. Je précise cependant, et notre intervenant aura tout le loisir d'expliciter ce point, bien entendu, qu'il ne sera pas possible ici de répondre à des questions juridiques précises qui correspondraient à des situations individuelles que vous pourriez rencontrer et pour lesquelles seuls vos correspondants déontologues dans vos services sont habilités à vous répondre. Ce n'est pas l'objet de cette webconférence, vous le comprendrez. Ce point important établi, la plateforme RH du SGAR vous souhaite une très bonne conférence et de nombreuses interactions et aussi de participer aux nombreux autres rendez-vous tout au long de la quinzaine de l'emploi public. Voilà, nous avons hâte d'en savoir plus sur le sujet. Maxime, Monsieur Julienne, vous avez la parole. Maxime, malheureusement, nous ne vous entendons pas. Voilà, c'est mieux. Merci. Parfait. Donc, je vous remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre inscription à cette conférence qui intervient dans le cadre de la quinzaine de l'emploi public, qui est actuellement en cours et RH, Centre Val-de-Loire et région Nouvelle-Aquitaine. J'ai l'honneur d'intervenir aujourd'hui sur une conférence à la thématique un peu particulière, qui est celle du fonctionnaire et de la création d'entreprise. Alors, avant même d'évoquer avec vous comment un fonctionnaire peut créer une entreprise, j'aurais souhaité vous soumettre déjà une petite slide histoire d'introduire le sujet. Alors, à votre écran s'affichent plusieurs éléments, notamment une image en lien avec l'hypnothérapie, une image de copie de concours, du pain, un roman, une maison, un piano. Selon vous, quels peuvent être les points communs entre ces différents éléments? Alors, je sais que les micros ne sont pas activés, n'hésitez pas à réagir via la messagerie instantanée. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et surtout pour trouver le lien avec la conférence qui a lieu actuellement. Le lien peut sembler assez distendu. Je vais vous aider. Par exemple, pour le piano, un individu peut apprécier jouer du piano, il peut également apprécier donner des cours de piano. De même, on peut apprécier lire un roman, comme on peut avoir le désir de rédiger un roman. Idem, on peut poursuivre sur les copies de concours, on peut très bien apprécier passer des concours de la fonction publique, on peut également apprécier corriger des copies de concours dans le cadre des concours de la fonction publique. Pour les baguettes, c'est un peu plus distendu. Je fais référence à des cas de jurisprudence assez récents, mais on voit que certains fonctionnaires peuvent apprécier vendre des baguettes,
notamment sur leur congé de maladie, ce qui n'est pas toujours autorisé. La maison, on peut avoir le souhait d'en acquérir une, voire le souhait d'en faire commerce. Et l'hypnothérapie, si je poursuis, on peut être amené à en suivre une, tout comme on peut souhaiter vouloir en prodiguer. On voit bien que selon les éléments, on peut, dans nos vies personnelles, souhaiter vouloir diversifier nos activités au-delà même de notre seul métier que nous exerçons dans la fonction publique. Or, être fonctionnaire, c'est être soumis à un certain nombre d'obligations et nos différentes aspirations personnelles qu'on peut vouloir mener à titre privé peuvent parfois entrer en confrontation avec ces aspirations. Et plus précisément, la création d'entreprise, qui est la volonté de développer une activité économique, commerciale, industrielle ou libérale, avec une volonté bien évidemment de réaliser un profit, puisque le profit est la condition sine qua non de la survie d'une entreprise. Cette création d'entreprise peut entrer en confrontation avec nos obligations en tant qu'agent public. Et donc, c'est l'angle sous lequel j'ai décidé de traiter cette conférence, puisque en raison de mes fonctions actuelles au centre de gestion, j'exerce la fonction très précisément de référent déontologue. On est souvent amené à traiter des cas d'agents publics qui souhaitent créer une entreprise et souvent qui se soucient de la problématique de la compatibilité déontologique de ce projet un peu trop tard. Le problème, c'est quand l'avis d'incompatibilité du référent déontologue intervient alors même qu'on nous sommes à la veille de déposer ou d'enregistrer notre société au registre du commerce. Et donc, on voit bien qu'il y a un besoin, je pense, d'information sur les possibilités qu'ont les agents publics de pouvoir créer une entreprise et surtout les voies qu'ils peuvent suivre pour réussir cette démarche avec succès. Et donc c'est l'angle sous lequel je vais vous présenter cette conférence aujourd'hui, c'est quelles sont les voies qu'un agent public peut suivre pour créer avec succès une entreprise. Alors, voilà, en première partie, j'évoquerai un certain nombre d'éléments en lien avec principalement les interdictions aux fonctionnaires en matière de cumul d'activités, puisque c'est important de connaître ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Puis dans un deuxième temps, j'évoquerai avec vous les principales étapes de création d'une entreprise. Et dans un dernier temps, je vous donnerai quelques conseils, et notamment c'est à ce moment-là que je vous indiquerai les différents chemins qui s'offrent à vous pour pouvoir mener votre projet entrepreneurial à son terme. Alors, la slide suivante fait apparaître justement ce que je vous indiquais en introduction. Les agents publics, ils ont des obligations, notamment celle de se consacrer intégralement à leur fonction, dans une logique d'intérêt général. Ça, c'est un principe qui est assez ancien en droit de la fonction publique, et il entre en contradiction, ou en confrontation du moins, directement avec la possibilité offerte aux fonctionnaires de créer une entreprise. Puisque l'entreprise poursuit des intérêts particuliers qui sont propres, qui correspondent à l'objet même de l'entreprise. Alors, sur la slide suivante, j'évoque cette première partie de comment le fonctionnaire peut créer une entreprise. Ensuite, là c'est l'annonce du plan. Donc voilà, l'agent peut-il créer une entreprise? Et je vais évoquer avec vous le cadre. Alors c'est un cadre juridique que je vais essayer de vulgariser au maximum, simplifier au maximum, pour que vous en gardiez la substantifique moelle, si on peut dire. Alors, comme dans toute règle juridique, hein, mais le fonctionnaire, de toute façon, est entouré de règles juridiques. Son action est régie par des règles, et l'objectif, c'est de vous présenter la synthèse de ces règles pour que vous puissiez vous diriger dans votre projet entrepreneurial. Donc, comme je vous l'indiquais, le fonctionnaire doit se consacrer à ses fonctions. Il a interdiction d'exercer une activité à titre professionnel, de quelque nature que ce soit, à titre lucratif. Donc, l'agent public ne peut pas exercer une fonction autre que celle pour laquelle il a été employé à titre permanent par son administration.
Donc ça, c'est le principe, mais chemin faisant, et la société évoluant également, le législateur a fait évoluer ce principe avec un certain nombre d'assouplissements. Donc là, à présent, je vais vous présenter dans la slide suivante les assouplissements à ce principe d'interdiction d'exercer une activité lucrative pour un fonctionnaire. Avant même, je vais quand même peut-être poursuivre sur je vais vous dérouler en fait ce qu'impliquent ces interdictions, puisque le Code général de la fonction publique, il pose un principe et il déroule ensuite les 5 types d'interdictions qui sont faites à l'agent public. La première interdiction, c'est bien évidemment créer ou reprendre une entreprise. Là, on voit bien que ça accroche un peu avec la thématique de notre conférence, puisque le Code général de la fonction publique interdit aux fonctionnaires de créer ou reprendre une entreprise. Mais vous inquiétez pas, il y a des voies. Il y a des voies pour vous permettre d'y accéder. Deuxième interdiction, c'est participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif. Alors, ça fait référence également au monde dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas être gérant d'une SARL en étant fonctionnaire. Ça n'est pas possible. Ou tout du moins, pas sans autorisation. Ça, c'est la deuxième interdiction. Si on poursuit sur les différentes interdictions, la troisième sur la slide suivante, qui concerne l'interdiction aux agents publics de plaider en justice contre l'administration publique. La quatrième interdiction qui, elle, fait référence à des obligations déontologiques des fonctionnaires, notamment, si je peux la résumer ainsi, l'interdiction à un fonctionnaire qui lui est faite de détenir des parts dans une entreprise sur laquelle il exerce le contrôle, pour éviter tout conflit d'intérêt ou toute prise illégale d'intérêt. Et enfin, la dernière interdiction qui est faite aux agents publics, elle paraît logique, mais on peut le rappeler, on a de la jurisprudence assez abondante à ce sujet. Un agent à temps complet, un fonctionnaire à temps complet à 35 heures, ne peut pas cumuler son emploi à temps complet avec un autre emploi à temps complet à 35 heures. Ça paraît évident, mais là on a une jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel, alors je ne sais plus si c'est de Lyon ou de Marseille, qui indiquait bien qu'un aide-soignant en EHPAD de jour ne pouvait pas cumuler son métier d'aide-soignant avec un métier d'aide-soignant en EHPAD privé la nuit. Ça va de soi, mais il est bon de le rappeler. Donc voilà, on a un principe d'interdiction d'activité lucrative par le fonctionnaire, 5 types d'interdictions particulières, et comme je l'évoquais, différents assouplissements qui ont été prévus par le législateur. Alors, je suis allé creuser pour préparer cette conférence sur la logique des différents assouplissements, principalement en matière de les assouplissements qui ont été faits à ce principe d'interdiction poursuivaient l'objectif de permettre aux fonctionnaires de trouver des revenus complémentaires face notamment à la baisse du pouvoir d'achat à l'œuvre depuis déjà une quinzaine d'années. Et donc les grands assouplissements ont commencé avec la loi de 2007 sur la modernisation de l'action publique et se sont poursuivis ensuite en 2016 et 2019. Alors, quand je parle d'assouplissement, il y a même des fois c'est même plus de la souplesse, c'est un principe de liberté d'activité et notamment les fonctionnaires, bien qu'ils ne peuvent avoir une activité privée lucrative, ils sont tout à fait libres. Maxime, veuillez m'excuser. On nous fait remarquer dans le chat qu'il y a peut-être un problème de micro. Est-ce qu'il vous serait juste possible de l'écarter un tout petit Je peu? décale un tout petit peu, d'accord, mais peut-être que ça Voilà. brouille. Veuillez Merci m'en beaucoup. excuser. Non, Est-ce non, que aucun souci. Merci à vous. c'est mieux dans cette configuration? Je pense. Moi, oui, voilà. Les D'accord. personnes qui Bon, sont je intervenues. décale un peu le micro parce que si je ne suis pas compris, la conférence ne sera pas là où je veux en venir. Parfait, merci beaucoup. Donc, les fonctionnaires ont interdiction d'avoir des activités professionnelles lucratives, mais ils peuvent librement rédiger des romans. Et là, on revient à l'image que je vous ai mis en introduction. Le roman est une œuvre de l'esprit, et vous, en tant que fonctionnaire, vous pouvez tout à fait écrire un roman, écrire une pièce de théâtre, composer une œuvre musicale, faire des peintures. Ce sont des activités, des œuvres de l'esprit qui s'exercent librement par l'agent public, à la seule réserve qu'il doit les exercer en parfaite autonomie et ne doit pas, par exemple pour le fonctionnaire qui rédige des articles assimilés à des œuvres de l'esprit, ça ne doit pas donner un lien de subordination avec son éditeur, par exemple. Le fonctionnaire doit rester libre de ses œuvres de l'esprit dans le respect du droit d'auteur. Ensuite, sur la slide suivante, il y a un autre type d'activité qui s'exerce librement par le fonctionnaire, c'est-à-dire sans aucun contrôle de l'administration. C'est notamment le cas des fonctionnaires qui sont enseignants, par exemple dans des écoles de musique ou autres, qui peuvent
réaliser, effectuer, exercer directement de manière libérale leur activité. Alors je vais vous donner l'exemple, hein, un docteur en médecine, en psychiatrie qui est enseignant à l'université peut développer une activité libérale de psychologue sans avoir à en informer son administration. Les activités libérales de ce type sont complètement libres pour les fonctionnaires qui les exercent. Ça, c'est la deuxième liberté qui est offerte aux fonctionnaires de réaliser d'autres activités que leur activité publique stricto sensu. Ensuite, il y a un troisième type d'activité qui s'exerce librement par les agents publics, librement mais pas sans un certain encadrement, et qui est un encadrement qui est très actuel. Vous allez voir à quoi je fais référence. Notamment, les fonctionnaires peuvent gérer librement leur patrimoine personnel et familial. Le patrimoine personnel propre de l'agent et celui de sa famille. Alors, on pense souvent à la création par le fonctionnaire d'une société civile immobilière pour gérer le patrimoine familial ou son patrimoine personnel. C'est tout à fait possible, à la seule réserve que le fonctionnaire ne doit pas en être gérant et ne doit pas transformer cette activité en activité commerciale. Donc là, on a une jurisprudence qui commence à être établie, qui nous indique qu'au cas par cas, on regarde la nature de l'activité mise en place par le fonctionnaire et est-ce qu'il poursuit une logique commerciale ou une simple logique de gestion du patrimoine familial. On a une décision assez récente du théâtre Paris à ce sujet, à propos d'un fonctionnaire qui a voulu ouvrir des chambres d'hôtes dans le Cantal pour se mettre au vert, et qui a été sanctionné puisque au final, cette ouverture de chambre d'hôtes n'était pas la gestion d'un patrimoine familial, mais bel et bien une activité commerciale appuyée sur un fonds de commerce en vue de commercialiser des chambres d'hôtes et fournir des repas. Donc, trois types d'activités qui s'exercent librement. Les œuvres de l'esprit, la gestion du patrimoine personnel et familial, si ça reste un patrimoine personnel et familial, et l'exercice de professions libérales qui découlent de certaines fonctions. Alors ça, c'est des activités qui s'exercent sans contrôle de l'administration. Ensuite, il y a d'autres entorses qui sont faites au principe d'interdiction de cumul d'activités. Ce principe d'interdiction des cumuls d'activités qui s'applique aux fonctionnaires. Cette entorse, c'est notamment la possibilité pour un fonctionnaire qui dirige une entreprise, enfin pour un nouveau fonctionnaire, dirais-je plutôt, et notamment pour un lauréat de concours ou pour un agent nouvellement recruté sur contrat, il leur est possible de continuer à diriger durant une année une société ou une association à but lucratif durant l'année qui suit leur réussite en concours ou leur emploi en CDD. Alors là, c'est une entorse faite à l'interdiction de cumul. C'est-à-dire qu'on accepte qu'un fonctionnaire, du coup, qui soit stagiaire, puisse diriger une société durant une année renouvelable une fois. Au-delà de ce délai, bien évidemment, le fonctionnaire devra faire un choix et la plupart du temps renoncer à sa qualité de dirigeant d'une société s'il souhaite poursuivre dans la fonction publique. Alors cette activité, cette faculté qui est permise aux fonctionnaires de diriger durant une année une entreprise dont il était le dirigeant, doit faire l'objet d'une déclaration écrite auprès de son employeur. En l'absence de déclaration, le fonctionnaire se met en irrégularité. Ça, c'est la première activité qui est soumise à déclaration. Et la deuxième activité qui peut être exercée par un fonctionnaire et qui est également soumise à déclaration, c'est la slide suivante, c'est la faculté qui est donnée aux agents publics qui exercent à temps non complet. J'attends juste la slide suivante. Voilà. Donc les agents publics à temps non complet qui travaillent moins de 70% d'un temps plein par semaine peuvent exercer à titre professionnel des activités privées lucratives. Alors là, c'est une faculté qui est souvent assez méconnue. Ce que ça implique, c'est qu'un agent public qui travaille moins de 24h30 par semaine peut exercer une autre activité, notamment dans le secteur privé, à titre professionnel. Par exemple, un fonctionnaire qui travaille à 60% peut exercer une activité salariée dans le secteur privé à hauteur de 30 ou 40% d'un temps plein. C'est tout à fait possible. Sous réserve toutefois que l'agent public en ait fait la déclaration préalable auprès de son employeur. Là, on est sous un régime de déclaration, c'est-à-dire que l'agent doit, par écrit, notifier à son employeur l'exercice de son activité et indiquer un certain nombre d'indications telles que l'entreprise pour qui l'activité est exercée.
Alors, il ne faut pas se méprendre sur cette faculté qui est permise. Ça n'implique pas que dans ce cadre-là, le fonctionnaire puisse créer une entreprise. Voilà, le fonctionnaire à temps non complet qui exerce une activité privée lucrative ne peut pas créer une entreprise sur ce fondement-là. C'est une activité qu'on entend comme activité salariée. Et donc, on n'est pas encore à l'objectif de cette conférence, qui est la création d'entreprise. Mais on y arrive, chemin faisant. Et on arrive ensuite sur les deux dernières entorses au principe d'interdiction des cumuls qui s'appliquent aux fonctionnaires. Alors, pour pas qu'il y ait de confusion, je parle de fonctionnaires au sens large. Je pourrais dire agent public, ça serait plus correct, puisque les règles que je vous expose concernent tant les fonctionnaires que les agents contractuels de droit public. Donc, si c'est plus clair pour vous, j'emploierai le terme agent public. Et donc, il y a deux entorses au principe d'interdiction des cumuls. La première, qui est souvent assez connue, mais mal appliquée dans les faits, c'est l'exercice d'une activité à caractère accessoire. La fameuse activité accessoire, celle qui permet à un agent public à temps complet ou à temps non complet, peu importe sa quantité de temps de travail, d'exercer une activité accessoire à son activité principale. Alors, il faut bien comprendre que accessoire signifie que cette activité doit être réalisée en dehors des heures de service. Elle doit être extérieure aux obligations de service de l'agent, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas correspondre aux missions courantes exercées par l'agent, et elles doivent être également subsidiaires aux activités principales de l'agent. Auparavant, il y avait une condition de revenu à ne pas dépasser pour l'exercice d'une activité accessoire. Cette condition ne figure plus noir sur blanc à présent. Alors, donc, première condition, l'activité doit être réellement accessoire, ce qui signifie qu'elle ne doit pas détourner l'agent de son activité publique principale. Une activité accessoire, en théorie, n'implique pas que l'agent baisse son temps de travail pour le compte de son employeur. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition pour identifier une activité à caractère accessoire, bien évidemment, c'est qu'il doit s'agir d'une des 11 activités prévues par le décret du 30 janvier 2020. Je vous ferai grâce de l'énumération des 11 activités en question. Elles figurent à l'article 11 de ce décret. Ça concerne principalement tout ce qui est lié aux expertises et consultations, aux activités d'enseignement-formation, aux activités agricoles, aux services à la personne, à la vente de biens produits personnellement par l'agent. Voilà, on a un inventaire de 11 activités qui peuvent être exercées à titre accessoire en dehors du service par les agents publics, sous réserve qu'ils en demandent l'autorisation auprès de leur employeur. Alors, comme toute autorisation, il y a une procédure particulière à suivre, notamment c'est une procédure écrite, sachant que l'agent public ne peut pas commencer à développer son activité à caractère accessoire s'il n'a pas eu l'autorisation préalable de le faire. Et généralement, en tant que référent déontologue, c'est souvent sur ces aspects-là d'activité accessoire qu'on est saisi. Il y a souvent une grande mécompréhension et on est dans le menu détail. Par exemple, quand on parle de vente de biens produits personnellement par l'agent, un fonctionnaire peut faire des sacs à main en cuir et les vendre, sous réserve que les sacs à main en cuir aient été faits par l'agent. On ne parle pas d'achat-revente, par exemple. Donc, c'est à l'employeur d'apprécier au cas par cas si l'activité que son agent entend exercer relève bien de l'activité à caractère accessoire. Je reviendrai un peu plus loin sur cette activité à caractère accessoire. Et enfin, la dernière entorse au principe d'interdiction des cumuls qui est faite à l'agent public, et qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, c'est la possibilité pour un agent public de demander à passer à temps partiel pour créer une entreprise. Donc là, on voit bien qu'on a une exception au principe que je vous ai exposé tout à l'heure, qui interdisait à tout fonctionnaire de créer une entreprise. Et donc, très concrètement, si je peux faire bref, si vous souhaitez créer une entreprise, vous devriez, en théorie, vous appuyer sur cet article du code et donc sur un passage à temps partiel pour création d'entreprise. Alors, ça génère généralement une incompréhension, ce passage à temps partiel pour créer une entreprise. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que la création d'entreprise prend du temps. Et le passage à temps partiel a pour objectif justement de vous libérer du temps personnel pour développer votre projet entrepreneurial en dehors du service que vous consacrez à votre administration. C'est la raison pour laquelle la création d'entreprise, en théorie, fait l'objet d'un passage à temps partiel.
Et donc, on est sur un régime d'autorisation, c'est-à-dire que votre employeur peut refuser ce temps partiel si ça désorganise trop profondément le service ou si votre projet de création d'entreprise est non compatible avec les fonctions que vous avez exercées précédemment. Je pense notamment, je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer cela. Ce serait le cas d'un agent qui serait formateur au sein d'une administration publique et qui déciderait de créer une entreprise de formation exactement sur le même champ d'activité que ce qu'il exerçait auparavant pour le compte de son employeur public. Là, on pourrait estimer qu'en termes de compatibilité des fonctions, on ne s'y retrouve pas. Et un point d'importance sur cette notion de création d'entreprise, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est le développement d'une activité économique, commerciale, industrielle, libérale, voire artisanale. La HATVP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, nous indique qu'il y a création d'entreprise quand il y a immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les activités artisanales ou, de façon plus large, affiliation au régime micro-social. Ça implique, c'est que une entreprise individuelle sous le régime micro-social est une création d'entreprise. Donc, le régime classique du micro-entrepreneur, normalement, rentre dans cette logique de création d'entreprise. Et donc, si vous créez une micro-entreprise, ce qu'on appelle, mais la micro-entreprise, c'est un régime. C'est un régime qui s'appuie sur une structure juridique, généralement, qui est une entreprise individuelle. Si vous êtes, normalement, vous entrez dans ce cadre-là, dans le cadre de la création d'entreprise. La micro-entreprise est une création d'entreprise, comme si vous créez, comme si vous lanciez une SARL, par exemple, ou une SAS. Donc voilà, un principe, l'interdiction des cumuls d'activités, des exceptions avec des activités libres, d'autres activités après déclaration, et enfin la création d'entreprise ou l'activité accessoire après autorisation. Je pense qu'il Alors, était important. Oui. oui, avant de passer aux différentes étapes de la création d'entreprise, je vous propose Maxime, de prendre quelques questions. Alors, il y avait une question, est-ce que la création de jeux vidéo ou d'applications mobiles est-elle possible? Est-ce qu'une activité sur YouTube rentre dans la possibilité de cumul? Alors, je vais prendre l'activité sur YouTube. Je pense que l'activité sur YouTube, ça fait peut-être référence à l'activité d'influenceur qu'on voit se développer de plus en plus, alors sur les réseaux sociaux, mais de façon générale sur Internet. On commence, nous, à avoir cette question-là du fonctionnaire, l'agent public, qui exerce une activité d'influenceur sur Internet. Alors, il faut savoir que influenceur, pour le moment, il n'y a pas de statut juridique à cette activité. Le législateur est en train d'y travailler. Néanmoins, l'influenceur est généralement dans deux cas de figure. Soit il travaille pour le compte d'une entreprise qui le rémunère pour faire la promotion des produits sur Internet en vue de favoriser la commercialisation des produits. Si cette entreprise lui donne des directives claires au quotidien, on considère qu'il y a un lien de subordination et que l'agent est dans une logique de contrat de travail. Et donc là, on est bien sur une activité salariée. Soit l'agent public décide de se mettre en micro-entreprise pour exercer son activité d'influenceur et fournit de la prestation de services à différents types d'entreprises. Et dans ce cas-là, qui dit micro-entreprise dit régime social, donc appuyé sur une structure juridique, la plupart du temps une entreprise individuelle. Et pour moi, ça n'est possible, ce régime-là, que sous réserve que l'agent public passe à temps partiel pour création d'entreprise. Nous avons aussi des questions relatives au personnel concerné. Donc, mais vous avez répondu, hein, Maxime, en indiquant qu'il s'agissait des agents publics au sens large. Donc, il n'y a pas de, voilà, ça concerne également les enseignants, bien évidemment, ou les agents qui sont sous un statut de contractuel de droit public. Tout à fait, il y a pas de différenciation. Enfin, peut-être qu'au début j'étais maladroit en parlant de fonctionnaires. De façon plus globale, on peut parler d'agents publics. Voilà, les contractuels maintenant ont les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations que les agents titulaires dans la fonction publique, et donc sont soumis aux mêmes obligations en termes de création d'entreprise ou autre. Pour preuve, mais là j'y viendrai un peu plus tard, les agents contractuels peuvent demander un congé pour création d'entreprise. Ça leur est ouvert. Ils ont les mêmes obligations à respecter. Je vois aussi le terme VDI influenceur.
Alors si le VDI renvoie au terme de vente à domicile, généralement on nous demande, nous, est-ce que puis-je réaliser de la vente à domicile de produits que je n'ai pas créés par moi-même. C'est une activité commerciale et normalement il faut un statut juridique il faut une structure juridique et un statut et un régime social et fiscal pour exercer cette activité, et donc il faut une autorisation de son employeur. Et la vente à distance ou la vente à domicile n'entre pas dans les 11 activités qui peuvent être exercées à titre accessoire. Donc si c'est pas une activité accessoire, on bascule sur la création d'entreprise avec temps partiel. La location de son logement sur une plateforme collaborative. C'est délicat puisque là pour le moment c'est très peu cadré. C'est très peu cadré actuellement par les textes. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la gestion du patrimoine personnel et familial est libre pour l'agent public. Encore faut-il qu'il n'en fasse pas un usage commercial. Et l'agent public qui fera un usage commercial de son bien immobilier en vue d'en tirer un profit régulier se mettrait probablement en difficulté vis-à-vis des règles de cumul. Euh, Notamment l'agent public qui mettrait en location à l'année quasiment des chambres ou autres dans des lieux touristiques ou autres pourrait se trouver en difficulté, oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors peut-être juste quelque chose que je n'ai pas précisé sur le temps partiel pour création d'entreprise. Alors ça a son importance. Euh, il n'est ouvert qu'aux agents publics qui exercent à temps complet. Il faut être à temps complet pour ensuite basculer à temps partiel. Alors là, c'est un peu l'angle mort de ce dispositif, c'est-à-dire que les agents qui sont à temps non complet, par exemple qui travaillent à 70%, à 80%, je ne parle pas de temps partiel, hein, je parle bien de temps complet ou temps non complet. Les agents qui sont à temps non complet, en théorie, ne peuvent pas demander un temps partiel pour création d'entreprise. Il faut repasser à temps complet pour ensuite demander un temps partiel. Ça a une incidence puisque ça a pour effet de bloquer un certain nombre d'agents qui voudraient pouvoir bénéficier de ce temps partiel, mais pour qui ce n'est pas ouvert. Donc j'en ai terminé là sur les principales règles de cumul et donc les interdictions de cumul et les exceptions à ces interdictions. Je voulais rapidement vous présenter, mais c'est pas sur cet aspect-là que j'insiste aujourd'hui, mais vous présenter les 6 grandes étapes de création d'entreprise. Qui sont les étapes classiques hein, qui s'appliquent à toute création d'entreprise et que les agents publics peuvent observer. Alors, pour pour vous dresser la slide suivante, je me suis inspiré d'un guide de BPI France. C'est le guide pratique du créateur d'entreprise qui est très bien fait et je vous incite à aller le consulter si vous êtes dans cette démarche entrepreneuriale. Vous y trouverez un certain nombre d'informations assez intéressante sur sur comment développer, créer et développer une entreprise. Donc, ce qu'il faut à la base, hein, au fondement même d'une entreprise, généralement, il y a une idée. Et c'est peut-être bien là le plus compliqué, puisque l'idée, l'idée de création, l'idée qui fera l'objet de l'entreprise, ne dépend que de vous. Donc, première étape, avoir l'idée, ensuite passer de l'idée au projet. Ça peut prendre du temps. Vous pouvez vous faire accompagner sur ces aspects-là par des cercles d'entrepreneurs notamment qui peuvent vous appuyer sur comment passer d'une idée générale à un projet plus organisé, étant entendu que les idées généralement qui fonctionnent le mieux sont celles qui répondent à un besoin réel. Ensuite, une fois que vous avez l'idée, vous vous lancez dans l'élaboration de votre projet et notamment, il est fortement recommandé d'étudier le marché. L'objectif d'étudier le marché, c'est de bien comprendre comment fonctionne le marché sur lequel vous voulez développer une activité économique pour savoir si c'est un marché, par exemple, monopolistique, oligopolistique, est-ce qu'il est concurrentiel ou pas du tout, comment vous pouvez vous situer sur ce marché, est-ce que c'est un marché où il y a de la demande ou alors un marché qui est en baisse. Voilà, cette étude du marché, elle est indispensable pour vous, vous assurer que votre projet puisse être viable. Un projet qui ne serait pas viable serait voué à l'échec. Donc, deuxième étape, l'étude du marché. La troisième étape, c'est le chiffrage de votre projet, puisque le développement d'une entreprise, la création et le développement d'une entreprise nécessite la plupart du temps quand même des fonds et des dépenses, des investissements. Vous pouvez avoir besoin d'acquérir du matériel, vous pouvez avoir besoin de faire appel à à des prestataires en termes de communication et autres. Et donc,
il faut pouvoir chiffrer votre projet. C'est important. Une fois que vous avez validé cette étape de chiffrage du projet, vous reste à choisir la forme juridique de votre entreprise. Alors, il y a deux grandes formes, hein, je les ai évoquées tout à l'heure. Il y a l'entreprise individuelle qui vous permet d'être sous statut de micro-entreprise, ou alors il y a la forme sociétaire plus classique, SARL, SAS et autres, qui n'a pas les formes sociétaires, qui n'a pas les mêmes conséquences. Donc là, ce choix de la forme juridique, il est important. Il est important, je vous le dis, puisque par exemple, l'activité accessoire peut, par exception, être exercée sous micro-entreprise, mais elle ne peut pas être exercée sous forme de société. Donc un agent public qui veut développer une activité accessoire, comme je l'ai présenté tout à l'heure, pourra le faire sous forme de micro-entreprise, mais ne pourra pas le faire sous forme de société. Donc si votre projet, c'est réellement une activité accessoire, mais que vous développez une société, une SARL par exemple, une société à responsabilité limitée, eh bien vous serez en difficulté. Vous serez en difficulté, vous risquez de faire l'objet d'un avis de non-compatibilité ou d'un refus d'autorisation de la part de votre employeur. Ensuite, une fois que vous avez choisi la forme juridique de votre entreprise et le régime fiscal et le régime social, vous reste à trouver des financements. Si vous n'êtes pas en capacité d'autofinancer par vous-même votre projet, et enfin, la finalisation des démarches et le démarrage de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous ne pouvez pas lancer votre entreprise si vous n'y avez pas été autorisé au préalable par votre employeur. Je faisais référence tout à l'heure notamment au temps partiel pour création d'entreprise. Ce temps partiel, cette demande de temps partiel, elle est faite préalablement à la création de l'entreprise comme personne morale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir déjà enregistrée. Parce que si l'entreprise est déjà enregistrée au registre des commerces et des sociétés, elle existe déjà. Or, le temps partiel, il a pour objectif de créer l'entreprise. Donc, un point de vigilance sur les calendriers. Donc voilà les 6 grandes étapes de création d'entreprise. Donc je vous réinvite de nouveau à consulter ce guide du créateur fait par BPI France qui vous décrit les grandes étapes pour formaliser votre projet d'entreprise. Donc là, j'arrive à la dernière partie de cette présentation. Une fois que vous connaissez ce que vous pouvez faire, les règles de cumul, les interdictions, une fois que vous avez à l'esprit les grandes étapes de votre projet de création, se pose la question de quel chemin vous devez prendre pour le finaliser, ce projet. Et donc, moi j'ai identifié deux grands chemins, deux grandes voies et quatre petits chemins pour vous permettre de finaliser, plutôt pour vous permettre de lancer ce projet entrepreneurial. Donc, c'est la slide qui apparaît à votre écran. Donc, le fonctionnaire, il peut créer une entreprise de façon très synthétique, hein, soit dans le cadre d'un cumul d'activités, et là je fais référence à toutes les règles de cumul que je vous ai exposées à l'instant, donc à la fois soit sous forme de temps partiel pour création d'entreprise, soit en micro-entreprise sous forme d'activité à titre accessoire. Soit l'agent public peut décider tout simplement de cesser son activité publique pour se consacrer à son activité entrepreneuriale. Et là, je fais référence notamment à la disponibilité ou au congé pour création d'entreprise. Et solution plus radicale, à la démission ou à la rupture conventionnelle, dont l'objectif est bien de vous dégager du temps pour votre projet entrepreneurial. Donc sur le curseur du lien avec le service, on va du lien le plus rapproché, hein, qui est l'exercice d'une activité à titre accessoire, au lien qui est le plus distendu, qui est la sortie de la fonction publique, hein, la radiation de la fonction publique pour pouvoir vous libérer de toute obligation vis-à-vis de votre employeur. Donc je vais vous décrire très brièvement dans un tableau comparatif les pour et les contre de chacune des options. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, le temps partiel pour création d'entreprise, dans le cadre d'un cumul d'activités, il a pour objet de vous libérer du temps que vous ne consacrez plus au travail, mais pour votre projet personnel. Ce temps partiel pour création d'entreprise, il est limité dans le temps. 3 ans plus 1 an en prolongation. Alors c'est important cette durée. Ça a été rallongé. De mémoire, c'est la loi de 2019 ou de 2016 qui a rallongé d'un an cette durée-là du temps partiel pour création d'entreprise pour que cette durée soit alignée sur la durée de création d'un projet d'entreprise.
Généralement, on dit qu'une entreprise survit après les 3 premières années. Donc, ils ont aligné cette durée-là sur la durée du temps partiel pour création d'entreprise. C'est important puisque au terme de ce temps partiel pour création d'entreprise, il n'y a plus de prolongation possible. Lorsque vous avez consommé les 4 années de temps partiel pour création d'entreprise, il faut faire un choix. Et soit vous mettez fin à votre projet de création d'entreprise et vous revenez en fonction au sein de votre administration, soit vous décidez de vous consacrer pleinement à votre projet de création d'entreprise, ce qui implique une sortie de l'administration. Sachant que, comme je vous l'indiquais, le temps partiel pour création d'entreprise, il faut exercer à temps complet et il faut une autorisation de votre employeur qui exerce un double contrôle. Un contrôle à la fois sur le fonctionnement du service. Est-ce que le fait que vous passiez à temps partiel pour créer une entreprise va ou non bouleverser le service? C'est un contrôle plutôt organisationnel. Et un second contrôle qui est un contrôle davantage, on peut dire déontologique, qui consiste à vérifier que vos fonctions passées au sein de l'administration ne vous mettent pas en porte-à-faux par rapport à votre activité commerciale que vous voulez développer dans le cadre d'une entreprise. Donc ça, c'est le temps partiel pour création d'entreprise. Je l'ai mis en premier parce que pour moi, c'est réellement la voie classique à privilégier pour l'agent public qui souhaite développer un projet entrepreneurial sans quitter la fonction publique, tout en s'assurant un niveau minimal de revenus. C'est-à-dire ce temps partiel, il ne peut pas être inférieur à 50%, donc en travaillant toujours à mi-temps pour l'administration. C'est l'option la plus confortable. J'ai également évoqué l'exercice d'une activité à titre accessoire. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle est accessoire à l'activité principale. Elle doit s'exercer pour un bénéficiaire déterminé et pour une durée limitée. Ça, souvent, ce sont 2 critères qui passent à la trappe. L'activité accessoire, elle n'a pas vocation généralement à durer dans le temps. Elle n'a pas vocation à être exercée pour une clientèle indéterminée. L'activité accessoire, entre guillemets, en utilisant un anglicisme, elle est censée être one shot. On fait une activité accessoire pour une activité déterminée dans le cadre d'une autorisation déterminée. Donc si votre projet c'est réellement de développer une entreprise, allez sur le temps partiel. L'activité accessoire, ça n'est pas son objet de créer une entreprise. L'activité accessoire, c'est seulement répondre à un besoin déterminé, donc les 11 activités que j'ai énumérées précédemment. Et sachant que cette activité accessoire, et là c'est une exception, elle peut être exercée sous le régime de la micro-entreprise. C'est possible. Et elle ne peut pas être exercée sous le régime de la société. Donc voilà les deux grands chemins qui vous permettent, tout en restant en activité, en service, de créer une entreprise. À présent, je vais évoquer avec vous, j'ai essayé de faire cela rapidement, l'autre alternative qui consiste à quitter la fonction publique pour créer une entreprise. Alors c'est un choix qui est beaucoup plus radical puisque pour les 2 solutions qui apparaissent à votre écran, vous n'avez plus de revenus. Pour la première, c'est une disponibilité ou un congé pour création d'entreprise. Comme toute disponibilité, vous n'êtes plus en activité dans l'administration, ce qui fait que vous n'avez plus de traitement, vous n'avez plus de rémunération de la part de votre employeur. Et donc, cette disponibilité, elle est limitée dans le temps, 2 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ans, il faudra prendre une décision. Et notamment, le fonctionnaire, alors là je vais différencier fonctionnaire et contractuel, le fonctionnaire pourra poursuivre son projet de création dans le cadre d'une disponibilité pour convenance personnelle, ce qui n'est pas le cas de l'agent contractuel. Donc là, on a une différence de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels sur la poursuite de l'activité entrepreneuriale après le délai de 2 ans de cette disponibilité ou de ce congé pour création d'entreprise. Donc, vigilance, 2 ans, c'est très court pour un projet de création d'entreprise. Étant entendu que là encore, c'est soumis bien évidemment à autorisation de votre employeur, comme toute disponibilité, et qu'il y a un contrôle déontologique de la compatibilité du projet avec vos fonctions. Delphine pourra vous en parler, puisque de mémoire, il me semble que c'est le choix qu'elle avait opéré lorsqu'elle a monté son projet d'entreprise. Et enfin, la 4e solution, la 4e voie la plus radicale, je vous l'ai mis, même si voilà, c'est un choix qui est lourd de conséquences, hein. Ça consiste soit à démissionner, soit à rompre à l'amiable la relation de travail avec l'employeur pour être radié des cadres et se consacrer pleinement à son projet de création d'entreprise en étant délié complètement de ses obligations avec son employeur. Alors,
je dis délié de ses obligations, pas complètement. Je pourrais aller dans le détail, notamment le décret du 30 janvier 2020 prévoit quand même un contrôle déontologique pour le fonctionnaire qui quitte définitivement ses fonctions. On en entend souvent parler quand ce sont des anciens ministres qui décident, ou des anciens directeurs de cabinet qui quittent leurs fonctions ministérielles pour rejoindre des entreprises du secteur privé ou créer leur propre entreprise. On en parle moins pour les agents publics plus classiquement, même s'ils sont également concernés par cette obligation de déclaration de leur activité privée auprès de leur ancien employeur. Et bien sûr, à la conséquence, en cas de démission ou de rupture conventionnelle, elle est de taille, puisque vous perdez la qualité d'agent public. Et vous gagnez la liberté de créer votre entreprise sans avoir à solliciter votre employeur pour un temps partiel quelconque ou autre. Alors, juste une nuance entre la démission et la rupture conventionnelle. La démission ne vous donne pas droit aux allocations de retour à l'emploi, puisque vous êtes dans une privation volontaire d'emploi, alors que la rupture conventionnelle, qui est en cours d'expérimentation pour les fonctionnaires, ouvre droit aux allocations de retour à l'emploi et également à une indemnité de rupture conventionnelle. Ça peut être intéressant si vous avez déjà un projet solide en tête et que vous avez besoin de financement. L'indemnité de rupture peut servir à financer un futur projet de création d'entreprise. C'est possible, sous réserve que votre projet soit solide. Et peut-être quelque chose que je n'ai pas évoqué par le passé, mais toutes les options que je vous énumère, là, les 4 grandes options, doivent être mises en œuvre avant la création de l'entreprise. C'est important. Vous ne pouvez pas demander une dispo pour création d'entreprise si votre entreprise est déjà créée, puisque la disponibilité justement poursuit l'objectif de créer une entreprise. Et donc, une entreprise qui serait déjà créée, l'agent pourrait subir un refus de la part de son employeur. Donc, je vous le rappelle, 4 grandes voies. Soit vous créez votre entreprise sous le régime des cumuls d'activités, soit activité accessoire, soit temps partiel pour création d'entreprise, soit vous créez une entreprise dans le cadre d'une cessation d'activité temporaire ou définitive. C'est selon votre choix en fonction des avantages et inconvénients de chaque option et surtout de l'état de votre réflexion sur votre projet et de la solidité de votre projet. Donc j'en ai terminé avec les 4 grands chemins que je voulais vous présenter sur la création d'entreprise. J'en viens à présent à la Alors, dernière slide. peut-être Maxime, auparavant, quelques questions que nous avons dans le chat. Une qui touche les professeurs des écoles, avec une personne qui demande si on peut suivre une formation pour la création d'entreprise qui serait organisée par une chambre des métiers, tout en étant en poste, j'imagine. Alors là, on n'est même pas dans suivre une formation, c'est un droit Oui. pour un agent public. Donc si ça ne rentre pas dans le plan de formation de votre administration, ce que je peux vous conseiller, c'est de mobiliser votre compte personnel de formation en vue d'obtenir des heures pour pouvoir suivre cette formation. Oui, il n'y a rien qui vous l'interdit, c'est toujours subordonné à l'accord de votre employeur, mais le compte personnel de formation, c'est vraiment un compte qui est individuel et qui est fait pour financer notamment des projets d'évolution, de reconversion professionnelle. Donc dans ce cadre-là, oui, c'est possible. On a eu ensuite des questions autour de la notion de micro-entreprise ou d'auto-entreprise. Et donc, on en a convenu dans le chat que l'ensemble de la création de l'ensemble de ces types d'entreprises était concerné, bien entendu, par tous ces régimes. En fait, ce sont des régimes. Ce sont des régimes. L'auto-entrepreneur n'existe plus. Ça a été fondu dans la micro-entreprise à présent. Donc, on parle de micro-entreprise. Et la micro-entreprise, c'est un régime tout simplement fiscal et social qui s'appuie sur une entreprise individuelle, généralement. Alors, oui, ça m'y fait penser. Un point de vigilance, je l'ai peut-être dit dans la partie activité à caractère accessoire. Le régime de la micro-entreprise, il est limité à un certain seuil de chiffre d'affaires. À partir du moment où vous dépassez ce seuil, vous ne pouvez plus évoluer sous la micro-entreprise. C'est-à-dire que si là je les avais en tête tout à l'heure, je crois que c'est aux alentours de 176 000 euros de chiffre d'affaires pour rester sous le régime de la micro-entreprise. Si votre activité accessoire dans le domaine de l'expertise ou de l'enseignement, par exemple, vous fait dépasser ce chiffre d'affaires par année, vous ne pouvez plus l'exercer sous forme de micro-entreprise. Donc se posera la question de créer une entreprise en parallèle et de passer à temps partiel. Nous avons aussi une autre question. Est-ce que, tout simplement, quelles sont les sanctions
si on crée une entreprise sans autorisation. Sont lourdes. Elles sont lourdes. Et ça, le décret-loi de 1936 les prévoyait déjà, les sanctions. Elles étaient encore plus dures à l'époque que maintenant, puisqu'à l'époque, l'employeur était en situation de compétence liée. Il devait sanctionner. Maintenant, la sanction elle est à la libre appréciation de l'employeur qui, généralement, se lance dans la sanction lorsqu'il constate qu'il y a bien un non-respect des règles de cumul, puisqu'on parle de non-respect des règles de cumul au sens large. Et donc, quelqu'un qui crée une entreprise sans en demander l'autorisation, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Là, c'est le premier gros point, c'est la sanction disciplinaire. Et le deuxième gros point, c'est, et là, ça peut par contre avoir des effets importants, c'est que l'employeur est fondé à récupérer les sommes irrégulièrement perçues, c'est-à-dire le chiffre d'affaires perçu sans autorisation, l'employeur peut le récupérer par voie de retenue sur traitement. Donc, si vous avez gagné au titre des activités accessoires illégales, j'appelle illégales les activités accessoires qui n'ont pas été autorisées. Donc, si vous gagnez sur l'année 15 000 euros d'activités accessoires non autorisées, votre employeur peut vous infliger une exclusion temporaire et récupérer les sommes perçues irrégulièrement par voie de retenue sur traitement. Et poursuivre la jurisprudence en la matière, ça arrive. Ça arrive et il n'y a pas de prescription. Donc on peut remonter à loin. Donc c'était un peu aussi l'objet de cette conférence, c'était de vous inviter à respecter, à vous mettre en règle vis-à-vis des règles de cumul pour éviter par la suite de telles déconvenues. On en voit de plus en plus des agents publics en cumul illégal qui se voient ensuite sanctionnés d'un point de vue disciplinaire et également sous un angle financier. Bien sûr. Merci. Donc ma conclusion, avant de donner la parole à Delphine, ou plutôt mes conseils, c'est faites-vous accompagner en tout état de cause. C'est quand même par des professionnels. Alors votre conseiller mobilité carrière, votre référent déontologue pour toutes les questions relatives aux incompatibilités. Bien évidemment, la chambre de commerce et d'industrie qui est là pour vous conseiller dans votre projet. Et là, Delphine pourra vous le dire également, mais c'est un temps long, la création d'entreprise. Il ne faut pas sous-estimer le temps que ça peut vous prendre. Il ne faut pas également se précipiter. Voilà, c'est un projet sur le temps long qu'il faut travailler. Et je l'avais mis en conclusion, n'oubliez pas de solliciter les autorisations préalables. C'est toujours dommage, après avoir travaillé sur un projet pendant 2 ou 3 ans, d'essuyer un refus parce que l'activité qu'on voulait développer nous met en incompatibilité ou parce que on n'est pas sous la bonne forme d'entreprise. Voilà. Donc il faut avoir tout ça à l'esprit en parallèle du développement de votre entreprise. Et puis moi, si j'avais quelques mots à vous dire, c'est croyez en vous et en vos projets en ayant ce cadre à l'esprit pour réussir au mieux. J'en ai terminé. À présent, Effectivement, croyez en vous et en vos projets. C'est la transition idéale avec l'intervention de Delphine Vallée. C'est à vous, Delphine. Merci beaucoup Maxime de m'avoir proposé d'intervenir. Merci à la PFRS Nouvelle-Aquitaine de m'avoir accueilli. Alors moi, sur l'intervention que je vous propose, c'est à travers mon parcours en fait de vraiment revenir sur ce temps long, parce que comme vous disiez Maxime, un projet de création d'entreprise, ça s'improvise pas. Ce sera la première partie, et la deuxième partie, ce sera juste de refaire peut-être un petit rappel sur les conséquences. C'est-à-dire, une fois qu'on a quitté, quelles que soient, entre guillemets, les formes disponibilité ou autres, la fonction publique pour créer son entreprise, et ça a quand même un certain nombre de conséquences qu'il faut avoir en tête dès le départ. Ok. Pour vous situer les choses, donc moi je suis attachée principale d'administration. J'ai quitté la fonction publique en réalité fin 2017. J'ai créé mon entreprise fin 2019. Et donc aujourd'hui, j'exerce en tant que micro-entrepreneur en EIRL depuis fin 2019. Alors vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 2 ans avant d'arriver à ce premier statut de disponibilité pour création d'entreprise? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi. J'ai trouvé l'idée, ou en tout cas, j'ai essayé d'en avoir une. J'ai travaillé autour du marché, de la cible, de toute la construction de ce projet de la création d'entreprise. Alors, de par ma situation personnelle, il se trouve que moi, ce temps de réflexion, je l'ai pris lors d'un congé parental. Voilà, j'avais pas d'activité, j'ai profité du congé parental pour me former et pour commencer à réfléchir
à ce que je voulais faire, à cette cible, à la forme que ça pourrait prendre, à étudier tout le volet administratif, toutes les conséquences dont Maxime vous a parlé. Ce temps-là, des 2 années, quelque part, il est incompressible. C'est pas que mon temps, c'est le temps qu'on trouve à peu près dans tous les guides, c'est le temps qu'on retrouve classiquement pour maturer un projet. Alors, vous allez avoir plusieurs options. Soit vous le faites en restant en poste, et donc vous retombez dans tous les cas de figure que Maxime vous a présentés. Et je peux vraiment que vous inviter à être très vigilant sur les écueils, les choses interdites, etc. Et aussi la complexité de penser, de commencer à créer quelque chose de manière annexe à son activité, ou bien vous basculez tout de suite dans une position, peut-être ce temps partiel, je trouve que c'est très intéressant pour avoir le temps de réfléchir à cette création d'entreprise. Voilà. Ou alors, vous savez, vous avez cette possibilité du congé parental, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai utilisée. Donc 2 ans, c'est ce qu'il m'a fallu pour définir finalement un business model, une cible, penser tout ça et commencer à monter en compétence sur mes obligations. Je dis bien et parce que c'est le 4e temps. En réalité, ça sert à rien de se dire quel va être mon statut, où j'en suis, quand on n'a pas commencé à penser son projet. D'abord, il faut savoir de quoi on parle et ensuite, on regarde les différentes positions et la commission de déontologie, etc. Juste pour vous situer, donc j'étais en congé parental de début 2018, j'ai repris les dates, j'ai fait ma demande de passage en commission de déontologie fin juin 2018 parce que il faut quand même un projet, on passe pas en commission de déontologie sans rien. Donc certes, il faut pas que ce soit finalisé parce que ce serait quand même dommage d'avoir un coup près qui tombe et qui vous interdit alors que tout est fini, mais il faut quand même avoir quelques billes à apporter. J'ai eu le retour de la commission en septembre 2018. Ensuite, mais je pense que les choses ont changé. Moi, on m'a demandé d'attendre d'avoir un passage en CAP local pour leur présenter mon projet de création d'entreprise, qui est tombé encore 2 mois après, ce qui fait que j'ai pu demander et obtenir la disponibilité pour création d'entreprise en octobre 2019. Après, vous l'aurez compris, les choses avaient déjà été assez réfléchies et mûries, donc c'est allé assez vite. C'est-à-dire que finalement, le volet création de l'entreprise en tant que telle, moi je le trouve finalement assez simple. C'est-à-dire que quand on choisit la micro-entreprise, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir pensé en amont sa cible, son business model, son chiffre d'affaires, etc. Et j'ai envie de vous dire les personnes qui vont être impliquées dans cette histoire. Parce que quand on passe aussi en création d'entreprise, quand on passe à son compte, ça a des impacts financiers importants sur toute la période de création, que vous la fassiez en parallèle de votre activité dans le cadre que Maxime vous a décrit, ou avec un temps partiel, ou comme moi déjà un peu à la marge. Ça a aussi un impact financier majeur lors du lancement de l'activité. Parce que je crois que Maxime l'a un petit peu dit, mais suite au passage en commission de déontologie, souvent, ils vont regarder votre lieu d'exercice précédent. Moi, on a regardé mes attributions, mes fonctions sur les 3 dernières années et leur lieu géographique. On a considéré que les fonctions que j'exerçais n'étaient pas incompatibles avec les nouvelles fonctions que je voulais développer. Mais en revanche, on m'a demandé de ne pas venir démarcher mon ancien employeur. On va dire comme ça. Donc, en termes de marché, de clients, etc., et oui, ça se comprend, mais ça vous coupe quand même de toute une partie de votre réseau. Or, on sait très bien que créer une entreprise, au début, c'est un peu compliqué, il faut pouvoir s'appuyer sur ce qu'on connaît, etc. Donc, ce volet business model, cible, ce volet financier et les conséquences que ça va avoir pour votre entreprise, comme pour un peu la situation familiale, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc tout ça, encore une fois, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça se mûrit, ça se pose, etc. Ensuite, parce que je vois le temps qui arrive, je voudrais juste dire un mot sur une fois qu'on a créé son entreprise, vous l'avez bien compris, au bout de 2 ans, il faut faire quelque chose. Hein. Au bout de 2 ans de création d'entreprise, on vous dit, soit tu quittes, soit quand même, c'est pas aussi dur que ça, on peut rester en disponibilité, en tout cas quand on est fonctionnaire, ce que Maxime vous a dit, par exemple en disponibilité pour convenance personnelle ou pour suivi de conjoint, ce qui permet tout à fait d'avoir encore son statut de micro-entreprise. Mais c'est quand même limité dans le temps. D'accord ? Ce sera au total, et Maxime, si j'ai une bêtise, tu m'arrêtes, mais je crois que c'est 10 ans sur disponibilité, tout confondu, tout motif confondu. Donc après, effectivement, il faudra prendre une décision. Néanmoins, on va dire que ce petit passage-là rassure un peu parce que
Certes, il y a des gros avantages. Moi, je pense vraiment à être à son compte, qu'on peut avoir en tête sur la flexibilité, sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on peut choisir son activité et s'y épanouir, bon ben c'est très bien. Mais je veux quand même rappeler que la création d'entreprise, c'est aussi un certain confort, une certaine insécurité financière, surtout, je dirais, une absence de visibilité sur ce que vont être les prochains mois ou les prochaines années. Dit aussi de manière un peu évidente, mais quand même, en tout cas, lorsqu'on est auto-entrepreneur comme moi, c'est ben vous travaillez, vous avez de l'argent, vous travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Enfin, les vacances, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut lisser, qu'il faut avoir en tête sur une année. Et c'est pas si évident. On sait tous, Maxime a rappelé, une entreprise, on dit qu'elle est viable au bout de 3 ans, on dit qu'elle commence réellement à gagner de l'argent au bout de 5 ans. Par expérience et par expérience d'entourage ou autre, je crois que c'est vraiment vrai. Donc c'est vraiment quelque chose à anticiper. La création d'entreprise, c'est aussi quelque chose qui correspond pas non plus à tout le monde. Et je me permets juste de le dire parce qu'on parle parfois de la solitude de l'entrepreneur, etc. C'est aussi une vraie réalité. Donc je sais que parfois, quand on est dans la fonction publique, on a envie de faire des choses à côté, on a envie de se lancer, on peut avoir un petit peu vous voyez, peut-être une impulsion ou des envies. Et je trouve ça super d'avoir ces envies-là, mais vraiment, je peux que vous encourager à prendre le temps, à poser les choses, à penser votre cible, à le penser à court terme, à moyen terme, à vous demander comment vous allez pouvoir en vivre en 3 ans, en 5 ans, à vous demander aussi pourquoi, peut-être juste un petit focus sur la retraite, parce que vous savez aussi que pour cotiser des trimestres à la retraite, il faut gagner un certain nombre d'argent chaque année. Et encore une fois, c'est pas aussi évident. Donc, je veux pas du tout vous décourager, c'est pas impossible, mais c'est quelque chose qui doit vraiment, vraiment être mûri. Je pense qu'il faut au moins 2 ans pour penser son projet, le construire, voir sa cible, voir comment ça marche. 1 an et demi selon moi pour s'assurer que statutairement on est bien carré, qu'on a choisi son statut, que la commission de déontologie c'est bon, que toutes les démarches qu'on a eu à faire d'immatriculation ou autre, c'est calé. Donc vous voyez, c'est du 3-4 ans. C'est du 3-4 ans de réflexion en parallèle de quelque chose, votre activité de fonctionnaire ou quelque chose d'autre, mais donc c'est très impactant. Et une fois que ces 4 ans sont passés, bah, vous vous lancez dans votre activité et là, vous savez qu'il y aura encore, on va dire, 2-3 ans avant de pouvoir vraiment se dire « Ok, c'est bon, ça fonctionne, je suis sur quelque chose d'assez pérenne, etc. » Voilà. Donc persévérer, ce sera aussi le mot de la fin. Il faut y croire, c'est super, mais prenez le temps aussi de réfléchir tout ça. Voilà. Je vais peut-être pas être plus longue parce que je ne voudrais pas trop déborder. Je ne sais pas s'il doit y avoir des questions. Merci beaucoup Delphine Vallet. Effectivement, votre témoignage était d'autant plus important que après les aspects juridiques qui ont été développés par Maxime Julienne, rien ne vaut de rentrer dans le vif du sujet avec quelqu'un qui, dans une sorte de vie ma vie, peut nous apporter même s'il était très court, peut nous apporter des éclairages qui sont vraiment très, très, très importants. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Maxime, est-ce que vous voulez reprendre la parole avant que je fasse une petite conclusion ? Non, allez-y, l'essentiel a été dit. Oui, je voulais simplement indiquer à l'ensemble de l'assistance qu'il y a d'autres ressources disponibles pour traiter ce sujet de la création d'entreprise. Alors, lorsque vous êtes fonctionnaire en Nouvelle-Aquitaine, agent public, vous avez accès aux formations interministérielles que met en place la plateforme RH. Et nous proposons, dans le cadre de tout ce que vous permet les conseillers mobilité carrière de vos services, d'accéder à une formation sensibilisation à la création d'entreprise. Alors, c'est sur une demi-journée et nous le proposons dans le cadre de notre parcours d'accompagnement à la mobilité. De la même manière, vous avez, dans le cadre de la quinzaine, pôle
Défense Mobilité qui propose des entretiens flash, des entretiens conseils en distanciel pour la création d'entreprise. Voilà, c'est le 14 mars. Il reste, au moment où on me l'a dit, c'est-à-dire en début d'après-midi, 4 créneaux disponibles dans l'après-midi du 14 mars. Le prérequis est qu'il faut déjà avoir un projet. Vous trouverez le lien pour pouvoir vous inscrire sur le site de la quinzaine dans la rubrique Entretien Flash Conseil Création d'entreprise. C'est Pôle Défense Mobilité qui propose cela le 14 mars. Voilà. Je ne vous retiens pas plus. Je voulais vraiment vous remercier, Maxime Julienne et Delphine Vallet, pour la liberté de ton que vous avez eue, le travail que cela a représenté pour vous d'intervenir aujourd'hui et de présenter l'ensemble de ces éléments. Voilà, sachez qu'ils ont été nombreux. Il y a eu 94 connectés pour cet après-midi. On n'a pas pu prendre toutes les questions. Bien évidemment, il y en avait beaucoup qui relevaient de situations individuelles et là encore, je vous dis, contactez vos référents ministériels dans les services, vos référents déontologues, ils sont là pour vous aider. Dans le chat, Mélanie Abel qui est très attentive à tout ce qui se passe évidemment sur la quinzaine, a mis le lien vers les entretiens conseil du pôle défense mobilité, ainsi que voilà, donc vous avez la possibilité de les télécharger et d'aller vous inscrire. Encore merci à vous. Bonne continuation pour la quinzaine.